Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de débrief du débat de la présidentielle en Côte d'Ivoire, d'où nous émettons en direct cohésion sociale et réconciliation. C'est le thème qui était au centre du débat que vient d'animer Babylas Botton avec ses deux invités, Isiaka Diaby, président du collectif des victimes des crises ivoiriennes, et Fayraman Rodrigue Koné. Il est sociologue. 3 points essentiels étaient donc au menu de ce débat. 1, fracture identitaire. La société ivoirienne est-elle une société fracturée, divisée sur des bases ethniques? 2e point, où en est le chantier de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Et enfin, 3e point, comment renforcer la cohésion sociale dans ce pays? C'est là un des défis que devra relever le prochain président de la République, puisque nous sommes en campagne électorale. 2 invités avec moi pour faire le décryptage de ce débat. Élisée Bologbe, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. David Samba, vous êtes le coordonnateur national des indignés de Côte d'Ivoire. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Lorsqu'on est à l'étranger, lorsqu'on est hors de Côte d'Ivoire, parfois on a l'impression que la société ivoirienne est un ensemble de groupes ethniques ou une juxtaposition de groupes ethniques qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais quand on vient en Côte d'Ivoire, ou pour qui connaît la Côte d'Ivoire, on sait que la société ivoirienne est une société extrêmement mélangée, qu'on peut avoir dans une famille ivoirienne de tout. Djoula, Bété, Sénoufo, Baoulé, Aubert, etc. Peut-on commencer cette émission, Élisée Bologbe, avec le postulat que les Ivoiriens n'ont pas de problème, que les différents groupes ethniques qui composent la société ivoirienne n'ont pas de problème à vivre en paix les uns avec les autres? Pour répondre à cette question, nous ramènerait véritablement à faire de l'histoire, en réalité. C'est-à-dire que le mode de peuplement de la Côte d'Ivoire et tout ça. Mais je pense qu'on va faire l'économie de ça. Ce n'est pas l'objet principal de notre présence sur ce plateau. C'est ça. Mais ce qui est juste et vrai, oui, c'est que la Côte d'Ivoire est effectivement un pays de brassage. Un pays de brassage multiethnique. Officiellement, on nous dit que nous avons 60 ethnies, oui, mais selon les études anthropologiques, c'est un peu plus que ça d'ailleurs. Et les populations se côtoient et elles sont imbriquées les unes aux autres. Ça, c'est une réalité. Oui. Malheureusement, il faut le dire parce que nous ne sommes pas dans une logique de faire la langue de bois. Il faut reconnaître que... Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça. Il faut reconnaître que pour des questions d'ordre politique, depuis l'avènement du multipartisme, en 90, la fibre ethnique a servi d'argument pour une classe politique, pour une certaine classe politique. Et malheureusement, comme c'est la première expérience multipartiste qu'on faisait en Côte d'Ivoire, oui, bien évidemment, ça a servi de base. Ça a servi de base pour certaines personnes qui, depuis longtemps, ont vraiment surfé sur cette fibre ethnique-là. Sinon, dans la société, au quotidien, les Ivoiriens se côtoient, mais, comme je le dis, les clivages ethniques ont servi de base ou d'éléments de langage pour des acteurs politiques dès le début. La question fondamentale, Bologbe, oui, la question fondamentale sera quel est le degré de pourrissement, ou alors jusqu'à quel point est-ce qu'il est difficile pour les Ivoiriens, effectivement, de résister à cette instrumentalisation politique que vous évoquez? Certains médias occidentaux, certains de nos confrères, quand ils veulent parler de la société ivoirienne, ils disent que c'est une poudrière identitaire. Est-ce qu'on peut aller, effectivement, jusqu'à affirmer que c'est un volcan, que la Côte d'Ivoire est véritablement un volcan, une poudrière identitaire? Pour moi, ça serait de la précipitation. Ça serait vraiment prendre un raccourci que de le dire ainsi. Mais je pense quand même qu'il ne faut pas qu'on perde de vue que ça fait, disons, 3 décennies que nous sommes vraiment dans ce chemin-là. Et si rien n'est fait, je le dis, si rien n'est fait, pour que les générations qui sont les générations montantes puissent, elles, avoir un nouveau paradigme que celui qui est développé maintenant, on pourrait se retrouver à quelques années plus tard dans un schéma pareil. Mais comme je le dis, ce serait un raccourci que de dire tout de suite qu'on est dans une poudrière identitaire. D'accord. On va avancer très rapidement. David Samba, vous êtes le coordonnateur national des indignés de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous indigne en Côte d'Ivoire? Très rapidement. Alors, ce qui nous indigne en Côte d'Ivoire,
c'est l'usage de la chose politique. On ne dira pas la gouvernance politique. On ne dira l'usage de la chose politique. Ah. On ne dira pas que la politique en tant que telle est mauvaise, mais le mauvais usage de la politique. D'accord. Les gens utilisent mal la politique en voulant opposer certaines ethnies parce que ces personnes-là sont à court d'arguments. D'accord, très bien. Oui, allez-y très rapidement. Je pense qu'on ne va pas à la politique pour opposer des gens, mais plutôt pour opposer des arguments et rassembler des gens. C'est le rôle de la politique. Malheureusement, ici en Côte d'Ivoire, tout ce qui est politique est à base communautaire. Votre co-débatteur Bologbé a dit qu'avant 90, ou du moins que les risques de déflagration sociale ou d'instrumentalisation de l'ethnie à des fins politiques sont apparus après 90, avec les premières expériences du multipartisme. Ça veut dire quoi? Qu'avant, le président Félix Houphouët-Boigny a quand même réussi à cimenter un socle pour la cohésion sociale dans ce pays et qui a fait que tu sois du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, les Ivoiriens ont toujours vécu ensemble les uns avec les autres. C'est ce défi que ceux qui lui ont succédé n'ont pas réussi à relever? Non, il ne faut pas le dire ainsi, mais il faut quand même reconnaître qu'avant le multipartisme, tout se passait bien. Tout se passait bien au niveau de la cohésion, mais les Ivoiriens n'étaient pas sans souci, sans problème. Il faut le signifier. Et à partir de 90, bien évidemment, certains ont donc utilisé cette fibre ethnique-là pour pouvoir se faire accepter dans certaines régions. Ça n'a pas été forcément le déclic, mais il faut dire qu'il y a, à mon avis, il y a certaines personnes. Parce qu'il faut faire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut faire l'histoire de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ce qu'on essaie d'opposer aujourd'hui, quand on parle d'affrontement à Bongouanou, à Dabou, à Bonoua, on parle toujours des Malinqués contre, des Malinqués contre. Mais en Côte d'Ivoire, ici, s'il y a un peuple qui a quitté, c'est-à-dire qui s'est déplacé de sa région vers les autres régions, et grâce à l'hospitalité de ces personnes-là, c'est bien le peuple malinqué. C'est bien le peuple malinqué. Vous verrez un peu partout en Côte d'Ivoire, à part le nord, juste partout, vous verrez du Laboukou, partout. Mais aujourd'hui, cela s'est accentué dans ces mouvements politiques parce qu'il y a aussi nos frères de la CEDEAO qui se font passer pour des malinqués ivoiriens qui prennent le dessus dans ces débats politiques-là et qui en abusent presque. Vous comprenez? Qui en abusent presque. Pour rester, M. Samba, dans le canevas de notre émission, nous l'avons vu dans le débat qui vient de passer, où M. Issiaka Diaby, donc le président du collectif des victimes des crises ivoiriennes, dit... En réalité, les Ivoiriens n'ont même pas de problème du vivre ensemble. Et le vivre ensemble n'est pas fondamentalement, n'est pas particulièrement difficile en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. Mais ce qui est difficile, c'est les risques d'instrumentalisation, notamment en période électorale. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que lorsque viennent les élections, la fracture identitaire, l'appartenance ethnique prend le dessus sur le débat politique? Vous l'avez dit, que normalement, la politique, c'est l'opposition des idées, c'est la confrontation des idées, des programmes. Mais qu'est-ce qui fait que aussi facilement, il y a éruption du fait identitaire et ethnique? D'abord, venant de M. Issiaka Diaby, je suis surpris, parce que lui, tout à l'heure, je viendrai sur lui, je suis surpris qu'il dise que la Côte d'Ivoire n'a pas un problème identitaire, un problème... voilà. Vous pensez qu'il y en a? Oui, non, lui il a dit. Oui, il a dit. Non, lui il a dit qu'il y en a. Et lui, il dit a priori il n'y en a pas. Non, les Ivoiriens n'ont pas de problème. Je dis bien c'est le contraire de ce qu'il dit. Qui est vrai? Oui, c'est le contraire. D'accord, dites-nous. Non, je voudrais dire quoi? M. Issiaka Diaby, en 2014, si j'ai bonne mémoire... On ne va pas faire procès de personne. Hein, oui, non, mais je voudrais dire, je l'ai pris sur un fait. D'accord, allez-y. C'était au palais de justice de l'Abidjan Plateau, lors du premier jour du procès des Pro-Gbagbo. J'ai vu M. Issiaka Diaby au milieu d'un groupe de femmes en train de leur donner des consignes à Malinké pour dire, si vous allez, toi, dis que Mme Gbagbo a tué tant. Toi, dis Mme Gbagbo a tué tant. Voici l'avance
Et quand vous allez sortir, je vous le donne. Alors, moi, je vous laisse la responsabilité. Non, pour dire que ce monsieur, il fait partie de ceux qui ont contribué à la manipulation du peuple ivoirien. Mais ce n'est pas, pas de lui qu'on veut parler dans l'émission. Voilà, donc, venant de lui, je suis quand même surpris qu'ils disent que ça n'existe pas. Mais le sociologue qui était avec lui, M. Samba, le sociologue qui était avec lui, Fayraman Rodrigue Koné, était d'avis également que fondamentalement, les Ivoiriens n'ont pas... Et moi, je peux vous le dire, et moi qui fais des émissions sur plusieurs pays, je peux vous dire qu'il n'y a pas de mon expérience, de l'expérience du journaliste que j'ai, de problème particulier en Côte d'Ivoire de ce point de vue. Et d'ailleurs, quand on fait des émissions sur la politique ivoirienne, vous verrez des gens qui sont du Nord, qui défendent vigoureusement. Non, c'est important. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce qui est. Les gens du Nord qui défendent vigoureusement Laurent Gbagbo et vice-versa. En réalité, il n'a pas de problème. D'accord, on est d'accord. C'est ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Mais lui, le disant, Isiaka le disant, je suis surpris. Ou bien il se ressaisit maintenant. Parce que hier, ça a été son argument pour manipuler certaines personnes. Sinon, effectivement, les Ivoiriens n'ont pas de problème. Vous comprenez? Ça nous suffira. Nous sommes d'accord avec ça. Bon, maintenant, la question, effectivement, et à l'analyste politique, je lui ai posé la question, mais il a préféré s'attaquer à Isiaka. Et Diaby, il a peut-être ses raisons. Mais cette histoire de distribution de billets de banque devant un tribunal, moi, je ne suis pas au courant. Je vous laisse. Oh non, là, je l'assume. D'accord, très bien. Mais écoutez, et Élisée Bologbé, comment se fait-il que en période électorale, précisément, ça devient aussi tendu? Je pense que ça s'explique. Ça s'explique dans un premier temps par le fait que, vous savez, nous sommes dans une société où la grande majorité de la population n'est forcément pas, est plus ou moins analphabète. La grande majorité de la population est analphabète, donc on n'arrive pas forcément à cerner les enjeux et les aboutissants de tout ce qui se passe en période électorale. Il y a déjà ça. Donc, les politiques qui, eux, savent que généralement, quand on arrive dans cette phase, soit pour ceux qui sont sortants, c'est de faire le bilan, pour ceux qui sont entrants, c'est de faire des propositions de programmes et autres, tout ça, et jugent utile, vu la population qui est en face, qui a grande majorité analphabète, de jouer sur cette fibre-là, dans la perspective ou dans l'espoir de pouvoir grappiller un certain nombre de voix. Parce qu'on ne peut pas perdre de vue que c'est une question qui est hyper sensible. Pour la simple et unique raison que nous ne sommes pas dans une société développée. Nous sommes dans une société où chaque matin... Oui, société développée. Bon, ça veut rien dire en soi. Non, je vais dire, quand je dis une société développée, je vais dire quand même en termes de on n'est pas moins intelligent que les autres. Non, pas sur ce point-là. D'accord. Je vais parler en termes de ratio revenus et activité. Oui, voilà. Donc, sur cette base-là, les uns et les autres essaient plus ou moins d'avoir leur quotidien. Ils essaient de se battre pour avoir le quotidien comme il se doit. Et c'est au prix de ces efforts personnels que les uns et les autres essaient de plus ou moins avoir quelque chose. Et comme je l'ai dit, au regard du fait que quand on a lancé le multipartisme, il y a 3 décennies de cela, cet argumentaire a été l'un des fondamentaux sur lesquels plusieurs leaders politiques se sont basés pour construire, si tu veux, leur ligne. C'est resté dans les gènes, en fait. Et quand on arrive à chaque débat électoral, ça ressort, ça peut sortir de façon flagrante comme de façon insidieuse. Dans la perspective, comme je le dis, pour le leader qui en fait fond de commerce, de pouvoir grappiller quelques électorats. Et ça, on ne peut pas jeter l'anathème sur un seul groupe politique. Tout le monde le fait. Tous les partis politiques. Tous les partis politiques en sont là où ça devient on ne peut pas le dire pour là où ça devient difficile à comprendre, monsieur Élisée Bologbé, c'est ça. Je l'ai dit tout à l'heure, moi quand je fais des émissions sur la politique ivoirienne, j'ai des gens du Nord qui viennent défendre avec force Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Mais c'est justement... Tout comme hier, et tout comme des gens du Sud défendent aussi le président Alassane Ouattara. Tout comme Laurent Gbagbo hier a travaillé avec des gens du Nord, le président actuel travaille aussi avec des gens du Sud. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Mais justement, c'est ce que je m'évertue à expliquer. En réalité, ce qui est normal, au regard même du mode de fonctionnement de la société ivoirienne, c'est l'état de situation que vous décrivez. C'est-à-dire que quelqu'un du Nord travaille avec quelqu'un du Sud et qui même porte plus ou moins le combat de quelqu'un du Nord porté par quelqu'un du Sud. C'est ce qui est normal et c'est ce qui se fait en réalité au quotidien. Mais comme je vous l'ai dit, les choses s'exacerbent lorsqu'on arrive en période électorale. Parce que, par le passé, depuis le démarrage du multipartisme,
Les uns et les autres en ont fait un fonds de commerce. Et comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas l'apanage d'un groupe de partis politiques identifiés. Tous, ils vont sans même morte. Parce que chacun sait à ce moment précis-là. Généralement, tu verras la plupart du temps que quand on arrivera à ce débat, à ce débat de la fibre ethnique, la plupart du temps, c'est porté. Je dis bien la plupart du temps, c'est porté par celui qui sera aux affaires pendant qu'on arrive à, à cette joute. Peut-on le surmonter? J'ai pas entendu. Peut-on le surmonter? Cette situation? Oui. Mais bien sûr. Mais pour la surmonter, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a une prise de conscience collective. Mais la prise de conscience collective, là, elle ne peut pas venir comme disons... Un cheveu sur la soupe. Voilà, non, comme un coup de bâton magique, en fait. Voilà, il y a des éléments sur lesquels, des leviers sur lesquels il faut agir. Et parmi ces leviers-là, moi, je pense qu'il y a l'éducation. Il y a l'éducation. Tant qu'on restera dans une forme où l'éducation n'est pas au cœur des priorités, où réellement on n'arrive pas à mettre en avant la cohésion. Vous savez, en fait, moi, je me rappelle d'une petite anecdote que je vais vous conter. Quand on était petit à l'époque, quand on était encore plus jeune, voilà, quand on était encore plus jeune, je pense que c'est le thème le plus indiqué. Oui. Chaque jour qu'on avait l'opportunité de suivre la télévision, avant que le journal ne commence, il y avait une citation du père fondateur. Mais une citation qui avait un poids. Du Félix Houphouët-Boigny. Une citation de Félix Houphouët-Boigny, mais qui ramenait toujours le citoyen devant ses responsabilités vis-à-vis de l'État. Quand il dit par exemple, ne cherche pas à savoir ce que l'État peut faire pour toi, mais cherche à savoir ce que tu peux faire pour l'État. C'est des éléments comme ça qui nous servaient plus ou moins. Il y avait aussi, au niveau même du curriculum de formation, il y avait ce qu'on appelait ECM, éducation civique et morale. Oui. On nous apprenait le respect de l'aîné, où on nous apprenait l'importance du vivre ensemble. Il y avait ces éléments-là. Il y a des éléments qui sont sortis même du vocabulaire de l'Ivoirien, alors que c'est des choses qui existaient auparavant. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on remette au cœur du système l'éducation et qu'on accepte de permettre à la masse de s'éduquer. Et c'est à ce prix-là qu'on arrivera à comprendre que le plus important, c'est une nation et non pas juste un État. Le but pédagogique d'une telle émission, c'est, après avoir fait le décryptage de ce qui divise, entrevoir comment rassembler. C'est ça. Vous êtes le coordonnateur national des indignés de Côte d'Ivoire. La question aujourd'hui, c'est comment penser à la fois les plaies du passé et se projeter dans l'avenir. Ok, je voudrais dire qu'en toute chose, il y a un dévancier. C'est ça. Et dans le cas actuel, c'est le chef de l'État, le président de la République, qui, lui, devrait emprunter une voie. Et étant un modèle, les Ivoiriens restent suivis dans ce modèle-là. Regardez le 21 mai 2011, lors de son investiture à Yamoussoukro, il a prononcé un grand discours. Le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara. Oui. Voilà, il a prononcé un grand discours. Je cite, excusez-moi, il dit la grave crise est derrière nous. Elle s'est achevée avec la victoire de la démocratie, c'est-à-dire le respect de la volonté du peuple. Ça, c'était le deuxième chapitre de son discours. Mais quand un président tient ce discours, c'est-à-dire la volonté du peuple, et puis je vais encore plus loin, il dit, nous devons bâtir une nation plus juste, plus équitable, dotée d'une institution forte et indépendante. Ça, c'est le discours de Yamoussoukro. Nous sommes en mai 2011. Mai 2011. Et le dernier point que j'ai relevé dans son discours, il dit que chacun fasse l'effort d'aller vers l'autre, de lui accorder sa confiance et son pardon. C'est important pour vous de revenir sur ce point. Oui. D'accord, n'est-ce pas? Oui. Seulement, je propose qu'on marque une coup de poing, parce que ce qu'il a dit aussi dans ce discours, c'est qu'il a lancé le chantier de la réconciliation nationale. Il a entrepris de réconcilier les Ivoiriens. Où en est, et je dis, s'il vous plaît, où en est le chantier de la réconciliation? Je propose qu'on en parle après une coup de pause. Vous aurez tout à l'heure la parole pour continuer. Merci. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la dernière partie du débrief du débat de la présidentielle, dont le numéro de ce jour est consacré au thème cohésion sociale et réconciliation en Côte d'Ivoire. Mes deux invités sont toujours avec moi. Élisée Boloubé, vous êtes analyste politique et journaliste, et David Samba, coordonnateur national des indignés de Côte d'Ivoire. À la question, comment penser les plaies du passé et se projeter à l'avenir?
et penser les leviers pour renforcer la cohésion sociale, vous évoquiez quelques extraits du discours visiblement mémorable à vos yeux du président Alassane Ouattara prononcé en mai 2011. C'était à Yamoussoukro, disiez-vous. Oui, comme je le disais. Alors, dans ce discours, j'ai pu retenir trois paragraphes, si je peux m'exprimer ainsi. Que vous avez déjà cités. Et que j'ai déjà cités. D'accord. Mais dans ces paragraphes, il y a la démocratie, c'est-à-dire le respect de la volonté du peuple. Oui. Il y a les institutions fortes et il y a le pardon. Alors, pour un discours ainsi formulé, nous nous attendions à un comportement qui allait avec le pardon. Avec le pardon, avec les institutions fortes et indépendantes, et avec la volonté, le respect de la volonté du peuple. Maintenant, qu'est-ce qui a été la première action à poser, ou bien le premier acte posé par M. Alassane Ouattara après son investiture? C'est de continuer les arrestations de ses adversaires d'hier. C'est de continuer à faire des rattrapages ethniques sous la manipulation de beaucoup d'institutions. Ça veut dire quoi concrètement, Monsieur Samba? Oui. Ça veut dire quoi concrètement, le rattrapage ethnique? Le rattrapage ethnique, c'est sous Ouattara que nous l'avons connu, c'est-à-dire vous constatez que l'administration ivoirienne, quand vous voyez les directions, ceux qui occupent ces directions-là, vous voyez... Quelle direction? Les directions des entreprises d'État. Les différentes directions. Les différentes directions des entreprises d'État sont occupées par des ressortissants du Nord en général. C'était comment avant? Non, avant, nous avions... C'était la compétence. Avant, c'était la compétence. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce n'est pas ce à quoi nous assistons. Et le président lui-même n'a pas pu faire un effort pour aller vers les autres, comme il a dit dans son discours. Monsieur Samba, vous savez ce qu'on va faire? On va dire les choses précisément. Non, moi je vous demande. Non, mais écoutez, excusez-moi. On va dire les choses avec précision. Vous dites, avant c'était la compétence. Ça veut dire que vous jugez aujourd'hui qu'il y a des incompétents à la tête de certaines directions de l'administration ivoirienne. Est-ce que vous êtes qualifié pour juger de la compétence ou non des gens? Je dis... Si c'est ça votre argument. Je dis que hier... C'était la compétence. Hier, nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la compétence. Voilà, c'est ça, vous voulez dire. Mais comment vous le savez, M. Samba? Parce que, excusez-moi, il faut constater, nous constatons tous ensemble, qu'aujourd'hui, c'est par militantisme à un parti politique ou bien au RHDP que tu connais une promotion. Ça, c'est autre chose. Moi, je n'ai pas d'éléments d'appréciation pour refuser ce que vous dites. Voilà, donc refuser ce que vous dites. Là, mais n'assimilez pas l'appartenance ethnique ou à un parti politique à de l'incompétence. C'est tout ce que moi je voudrais. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Isiaka ou Bakayoko qu'on est incompétent. On est d'accord? Non, loin de là. Ah, mais puisque vous parlez de compétence, c'est ça. D'accord. Alors, vous reveniez, alors, le pardon pour avancer. Le pardon. M. Ouattara lui-même n'a pas pu faire l'effort pour aller vers les autres. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va prendre quelques faits. Ça lui fait 10 mois. Ça lui fait en fait près de 10 ans de pouvoir. Oui. 10 ans. Il y a des Ivoiriens qui sont encore en prison. Mais vous savez ce qu'ils répondent quand ils attendent cet argument? Le pouvoir vous dit, en 2018 précisément, puis je vous avais parlé tout à l'heure de Isiaka Diaby qui incriminait de façon arbitraire Simone Gbagbo, etc. Le pouvoir dit, en tout cas, c'est ceux qui défendent le pouvoir. En 2018, le président a amnistié 800 détenus, dont justement et Simone Gbagbo et beaucoup d'autres encore, dont Soussoul, etc. Bon, lui aura encore d'autres démêlés après. Vous avez bénéficié de cette amnistie. Oui. Le pouvoir présente ça comme un geste d'apaisement et de pardon et de réconciliation. C'est pas assez à vos yeux? Non, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez Je crois à vos yeux. Qu'au lendemain de la crise, la Côte d'Ivoire a reçu la visite de M. Desmond Tutu et l'archevêque sud-africain. L'archevêque sud-africain Desmond Tutu, qui a fait un passage ici en Côte d'Ivoire. Oui. Je pense que son passage devrait inspirer notre président
nos chefs de l'État. Oui. En Afrique du Sud est un modèle. Oui, c'est vrai. L'Afrique du Sud a connu une Vous avez raison, M. Samba. Très accentuée. Et ça, c'est un point très important que vous évoquez. Et ça nous ramène justement, et d'ailleurs évoquant Desmond Tutu, l'archevêque sud-africain, ça nous amène à évoquer les différentes commissions qui s'étaient données pour tâche et mission, à la fois de faire, d'abord d'engager un dialogue, de dire la vérité de ce qui s'est passé et de réconcilier les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Ça a été effectivement évoqué dans le débat. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à la fois de la commission dialogue, vérité et réconciliation qui a été dirigée par Charles Konan Bani, puis de la commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes? S'agissant de ces commissions, moi, si je dois me baser sur les missions qui leur étaient affectées, je pense que ces commissions avaient leur raison d'exister. Maintenant, quant aux résultats de leurs travaux, malheureusement, ça n'a pas fait l'objet d'une large communication. Ça n'a pas fait l'objet même d'une mise à disposition au grand public. C'est vrai que pour certains qui ont été un peu plus curieux, ils ont pu avoir plus ou moins des bribes d'informations ou sur les résultats de ce qu'ils avaient eu à l'issue de leurs travaux. Oui. Mais comme je le dis, m'appuyant sur les missions qui leur étaient assignées, ces commissions avaient leur raison d'être. Moi, je voudrais aller beaucoup plus loin, en fait, pour dire aux Ivoiriens qu'il faut qu'on comprenne que nous sortons d'une longue crise. Bon, je pense même que nous sortons avec les événements qui se passent ces derniers temps. J'espère qu'on ne va pas encore en plonger. Replonger dans une nouvelle crise. On sort d'une longue crise. Et quand on sort d'une longue crise, il y a quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue, la patience. Il faut que les Ivoiriens acceptent d'être patients sur beaucoup de choses. Acceptent d'être patients. Aussi bien le pouvoir que l'opposition. Que les gens acceptent d'être patients. Deuxième élément, que tous acceptent de se laisser gagner par l'humilité. Ça ne sert à rien de tenir des discours guerriers. Ça, c'est le moment de le dire. Voilà, de tenir des discours guerriers de part et d'autre. Ça ne sert absolument à rien. Ce n'est pas utile. Surtout, vous savez, il y a un adage chez moi qui dit, quand tu as été mordu par le serpent, tu te méfies du ver de terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on sort d'une crise comme celle qu'on a connue en 2010, il est impensable qu'on puisse s'aimer des gemmes encore que nous sommes en train de voir. Donc les Ivoiriens, je pense pour moi, que nous devons nous laisser gagner dans un premier temps par l'humilité et l'apaisement. Monsieur Bologbé, oui, allez-y très rapidement. Voilà, non, je voulais juste dire que concernant les actes qui ont été posés jusque-là. Dans le cas de ces commissions, dont les travaux, visiblement, enfin, les travaux n'ont pas satisfait, n'ont pas réussi à penser véritablement les plaies. On le voit aujourd'hui encore avec les ressentiments qui sont exprimés. Exactement, mais ces commissions, quel était leur rôle? Ces commissions n'avaient pas un rôle exécutoire, elles avaient un rôle de proposition. D'accord. Elles écoutaient. Consultatif. Voilà, elles ont écouté, elles ont fait des propositions, des recommandations. Maintenant, ils revenaient à l'État de mettre en pratique ces recommandations. Donc ça on peut pas jeter l'anathème vraiment à ces commissions, à mon avis. Élisée Bologbé et Samba David, vous êtes deux Ivoiriens. Et nous sommes là, la présidentielle est à nos portes, là. Même si les avis restent encore divisés étrangement sur sa tenue effective. Vous êtes deux Ivoiriens. Apparemment, des choses vous divisent. Enfin, vous n'avez pas le même regard sur le parcours politique de votre pays. On sait que le président Laurent Gbagbo a derrière lui des Ivoiriens, et ils sont nombreux, qui le soutiennent encore. On sait que le président Alassane Ouattara a derrière lui des Ivoiriens qui le soutiennent, et ils sont nombreux. On le voit lors de ces meetings. On sait que le président Henri Konan Bédié a aussi derrière lui des Ivoiriens, et ils sont nombreux. Nous sommes en train de parler de réconciliation et de cohésion sociale. Vous êtes jeune et vous aspirez à faire autrement la politique. Si on veut poser un regard clair et objectif sur leur action politique, qu'est-ce que le président Alassane Ouattara aurait pu faire au regard de cette répartition visible sur le terrain pour renforcer davantage, pour accélérer davantage le chantier de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale? Je vous laisse d'abord répondre, puisque je vous sens un peu tendu sur la question. Vous ne m'avez pas laissé finir mon développement, donc Parce qu'on n'a pas assez de temps. Ok, il n'y a pas de problème. C'est pour ça. Mais la seule chose que M. Ouattara doit faire en ce moment, c'est ce que M. Laurent Gbagbo a fait en 2001. La Côte d'Ivoire n'est pas à sa première crise post-électorale. Mais là, on n'est pas en crise post-électorale. Non, c'est la continuité de cette crise-là qui prépare aujourd'hui une crise préélectorale.
préélectorale. D'accord. Et nous, je parle de la cohésion sociale et de la réconciliation. Allez-y. D'abord, en 2001, nous avons connu une crise. Mais le président d'alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir tous les leaders politiques autour d'une table et nous avons parlé. M. Ouattara aurait dû faire cela. De deux, quand on crée une commission comme la CDVR, mais quand Bani... Ils vont vous dire, c'est juste une petite parenthèse, hein, ils vous disent Laurent Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire, il est en prison à La Haye. Ils ont essayé une forme d'entente avec Henri Konan Bédié qui n'a pas marché, mais ils vous diront grosso modo qu'ils ont engagé des formes de dialogue politique, notamment avec l'ancien Premier ministre, Père Sonam Amadou Gon Coulibaly, et aujourd'hui avec Ahmed Bakayoko. Vous voyez, après le coup d'État en 1999, M. Henri Konan Bédié n'était pas à Abidjan. M. Ouattara avait un mandat d'arrêt lancé par M. Bani. Oui, sauf qu'on ne pouvait pas faire venir Laurent Gbagbo. Alors, vous parlez de après son acquittement. Après son acquittement, vous voulez dire. Oui. D'accord. Les personnes qui peuvent aujourd'hui faire venir Laurent Gbagbo ici, c'est bien l'État de Côte d'Ivoire qui a porté plainte. Et donc, c'est lui qui peut demander, après son acquittement, bon, frère, viens, on va parler. Mais si déjà il refuse de lui donner même un passeport ordinaire, il y a problème. Alors, c'est lui qui ne veut pas qu'il y ait la réconciliation et la cohésion sociale. C'est M. Alassane Dramane Ouattara qui refuse. C'est ce que je dis, c'est lui qui refuse. C'est le père des familles. Il suffit qu'il pose un pas, un acte fort, et tout s'est réglé. La question voilà, je viens. Et la question de la commission nationale, la commission de... Non, mais il vous répond d'abord là-dessus très rapidement, avant qu'on avance. La question est posée à vous deux Ivoiriens. D'accord. Moi, je voudrais peut-être rebondir sur ce qu'a dit Samba David. Quand il dit qu'en 2001, voici ce qui a été fait et qu'il pense que ça devait être reconduit. Mais en même temps, je lui pose la question de savoir quel était le résultat de ce qui a été fait. Parce que ça n'a pas mis fin aux crises. La preuve, c'est que quelques années plus tard, il y a une crise qui a déclenché et c'est devenu encore plus grave. C'est mieux en rébellion. Donc, c'est pour dire que le plus essentiel n'est pas juste d'asseoir autour d'une table pour parler, mais c'est d'avoir la volonté manifeste de vraiment sortir de cette spirale de violence. Ne se réconcilie pas non plus dans la division. C'est ce que je dis. Donc, donc le plus important, c'est déjà, dans un premier temps, d'avoir la volonté manifeste de sortir de cette spirale de violence. De mettre un terme à tout ce à quoi nous assistons depuis des années. Il faut dire qu'il y a une volonté de part et d'autre. Mais cette volonté, je ne la trouve pas aujourd'hui quand j'écoute les discours des uns et des autres. Parce qu'en réalité... Bon, en l'occurrence, Laurent Gbagbo, lui, ne parle pas. Non, lui n'entend pas. Mais bien sûr. D'accord. Il a des porte-paroles. Il a des porte-paroles qui prennent la parole. Et on sait ce que ces porte-paroles-là disent. Donc, je dis que pour moi, les acteurs politiques ne font pas d'efforts dans ce sens. Tous confondus. Parce qu'ils sont conscients d'une chose. C'est que la population, en grande majorité, n'étant pas alphabète, ne peut pas décrypter les codes d'un dialogue, d'un discours. Quand tu sors un discours où tu sais que ça va impacter de façon négative la population, il faut la nécessité, il faut s'en abstenir. Aujourd'hui, le discours se durcit, le discours devient de plus en plus raide. Et moi, je pense qu'il est à toutes les chapelles. C'est préjudiciable à la cohésion nationale. Je l'ai dit. Voici ce que je peux dire. Le 31 octobre, vous irez aux urnes choisir le prochain président de la République. On ne sait pas comment il s'appellera. En tout cas, le 1er novembre, les Ivoiriens auront déjà choisi leur prochain président pour les 5 ans à venir. Qu'est-ce qu'il devra faire prioritairement pour effectivement colmater les brèches et renforcer davantage la cohésion nationale dans votre pays, la Côte d'Ivoire? Moi, je ne vois pas les choses de cette manière. Quelle chose? Pour moi, l'élection? Pour moi, le 31 octobre, pour moi, il faut aujourd'hui, comme je l'ai dit dans ma conférence de presse hier, au nom de la conférence de Guinée, suspendre même les élections en vue de donner une chance au dialogue. Moi, je Parce vous que dis, c'est qui arrive. L'hypothèse qu'il y a élection le 31 octobre, effectivement, et que dès le 1er novembre, on a un nouveau président, qu'est-ce qu'il devra faire? Voilà, le nouveau président, au sortir de ces crises qu'a connu notre pays, il faut d'abord ouvrir un chantier de la réconciliation vraie. Avec quel pas concret? Voilà, avec un pas d'amitié déjà. Tous ceux qui étaient déjà en prison, mettre fin à ces poursuites, à ces mandats d'arrêt, et puis appeler tous les Ivoiriens autour d'une table. C'est de ça qu'il s'agit. On peut le faire de bonne foi. Oui. Mais si moi je te dis, toi et moi nous sommes réconciliés, et que toi tu ne veux pas la réconciliation vraiment, aux yeux des gens tu fais du spectacle, mais là, on ne peut pas. Et c'est ce qui s'est passé en 2001.
Vous comprenez ce qui s'est passé en 2001. Moi, je veux venir sur la commission qui a dirigé. Allez-y très rapidement. Allez-y très, on me dit que le temps est fini. Charles Konabani. Oui, allez-y très rapidement. Où sont les résultats de la commission dirigée par Charles Konabani? Ça a été financé à 16 milliards par le contribuable ivoirien. Où sont passés les résultats de la commission? Est-ce que ces enquêtes ont été menées pour les tiroirs de M. Ouattara seul? Non. Est-ce que quand M. Bani faisait ses rencontres avec les victimes, la télévision ivoirienne n'a pu couvrir? Il y a un souci. Le président Ouattara n'a pas fait de la réconciliation son cheval de bataille. Il n'a pas fait de la réconciliation un chantier véritable. Parce que lui-même, il n'a pas pu se réconcilier avec ses adversaires hier, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 10 ans. Près de 10 ans de pouvoir, ça fait près de 10 ans de pouvoir, 10 ans de prison. Et ce n'est pas acceptable pour quelqu'un qui parle de réconciliation et dans les faits, il dit autre chose. Et alors, David Samba, on l'a vu, coordonnateur national des indignés de Côte d'Ivoire, là on l'a bien vu, indigné vous l'êtes véritablement. Bologbe, Élysée, nous sommes le 1er novembre 2020, on va dire, nous sommes quelques jours après la présidentielle, le nouveau président de la République est investi. Que faudra-t-il qu'il fasse? Moi, très rapidement. Je pense que le président devrait mettre en œuvre les recommandations des missions qui ont quitté le pays. Les missions récentes, c'est-à-dire la mission de la CEDEAO, la mission conjointe CEDEAO-ONU et autres, qui parlent de dialogue inclusif. Ce n'est un secret de polichinelle pour personne. Nous savons que dans le schéma actuel dans lequel nous sommes, nous irons aux élections le 31, Dieu voulant, mais c'est sûr et certain qu'on ira sans des acteurs. Ça, c'est une réalité. Donc, quand on finira, il serait intéressant de créer les conditions d'un dialogue inclusif. Mais cette fois-ci, je pense que ce dialogue inclusif ne doit pas se faire entre ces acteurs politiques uniquement. Mais on doit prendre les Ivoiriens à témoin de ce dialogue inclusif. Parfois, aujourd'hui, Toutes les catégories sociales. Mais bien sûr, aujourd'hui, on est victime d'une situation. Les Ivoiriens, en majorité, sont victimes d'une situation dont ils ne sont même pas comptables. Quand un parle de non, il y avait un deal en secret qu'on a fait et autres, tout ça, il m'était promis le pouvoir et je n'ai pas eu et autres, tout ça. C'est une prise en otage politique au fond. Les Ivoiriens n'étaient pas à ce deal-là. À ce deal, on est d'accord. Donc aujourd'hui, il est nécessaire qu'on aille à des dialogues inclusifs où sous l'égide des Ivoiriens, où tous on va assister et on va voir. Et tout ce qui aujourd'hui pose problème et objet de dissension sera mis sur la table. Merci. Et on va tous les évacuer comme il se doit. Merci. Mais il faut qu'on y aille au dialogue. Comme le père fondateur le disait, même si on doit se battre, on finit toujours par le dialogue. Donc autant commencer par le dialogue que de terminer par le dialogue. Élysée Bologbe, journaliste, analyste politique, merci à vous. Merci. David Samba, on l'a vu, coordonnateur national des indignés de Côte d'Ivoire, merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, du débrief du débat de la présidentielle en Côte d'Ivoire, d'où nous émettons en direct. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro du débrief du débat de la présidentielle. Merci. Merci, Charles.